C'est quoi la vérité? Kagame est un génie ou un démon? Pour développer son pays, le président Paul Kagame, aux affaires depuis 1994, 31 ans déjà, conscient de la pauvreté de son terroir, de 14 millions d'habitants sur un peu plus de 26 000 km², c'est-à-dire une densité de 445 habitants par km², a fait le choix cynique, stratégique, froid, de faire comme les Occidentaux, en prenant sa part de minerais par la force chez son immense voisin qui en a à profusion. En réalité, pour bien comprendre cette situation ubuesque dans l'est de la RDC, qui oppose un géant de la taille de l'Union européenne à un petit pousset dont la superficie n'est même pas celle de la capitale Kinshasa, il faut absolument, j'allais dire comme d'habitude dans ce type de situation, s'appuyer sur l'histoire. Elle nous éclaire beaucoup mieux. Je vais vous épargner de remonter jusqu'au début du XXe siècle où, après la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale en 1917, ces colonies ont été partagées aux vainqueurs. Ainsi, pendant que le Togo et le Cameroun étaient remis à la France et à la Grande-Bretagne, le Rwanda et l'Urundi étaient remis à la Belgique, qui va la fondre d'abord dans le Congo. Remonter jusque dans ces périodes serait beaucoup trop long. On va se contenter de remonter seulement à 1997, puisqu'ici, l'histoire semble se répéter. Vous pouvez d'ailleurs revivre dans le détail cette histoire du Congo dans le coffret vidéo Archives d'Afrique consacré à Laurent-Désiré Kabila. Il remonte le temps et fait mieux comprendre ce qui se passe depuis les indépendances dans cette région de l'Est du Congo. Vous pouvez vous le procurer sur les plateformes Afromédia. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec deux hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le voyais physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales, un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Lorsqu'en 1997, le président Paul Kagame et son homologue ougandais Yoweri Museveni choisissent Laurent-Désiré Kabila pour prendre d'assaut le régime du président fondateur Mobutu Sese Seko Kuku-Bwendo Wazabanga, officiellement, l'objectif principal pour les deux chefs d'État est de sécuriser leurs frontières où se sont réfugiés un nombre important de génocidaires. Les anciens phares, les forces armées rwandaises, les fameux FDLR, mais également les réfugiés qui ont survécu au massacre dans les camps à la frontière rwandaise. Il s'agit donc d'abord de sécuriser toute la bande de la frontière Est. L'inexorable montée de l'AFDEL vers Kinshasa, qui traverse tout l'Est du pays volant de victoire en victoire, va considérablement changer les objectifs. Les dirigeants rwandais rencontrent dans cette région un extraordinaire trafic qui existait déjà et qui était tenu par des aventuriers de tout poil venus des quatre coins du monde. Ils vont aussi se mettre à table. La région est particulièrement riche en minerais. Il faut en profiter. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui, dès 1998, va diviser les alliés de la conquête du pouvoir de Kinshasa. Jusqu'à un moment donné, on nous a dit, voilà, vous rentrez, nous payons ce que nous devons payer. En fait, quand Mzee a demandé, d'abord c'était aux Angolais, sans qu'ils commettent une seule gaffe, sans qu'ils réclament un seul centimètre de la portion congolaise, un seul centimètre des mines. Les Angolais sont partis. Et c'était des enfants congolais, des tigres nationalisés congolais. Ils sont partis. Il n'y a qu'une partie qui est restée. Mais les Rwandais continuent à tuer. Je me souviens, j'étais juste à proximité d'ici, un complot pour tuer Mzee. Bien avant. On les désarme à 4 h du matin, on prend des bazookas, on prend tout cela. Alors Mzee dit, bah, vous rentrez, messieurs. Et c'est moi
que Mouzé a envoyé pour aller voir James et plutôt Kagame au Rwanda. Je suis allé voir le président Kagame. Je me rappelle, j'étais avec Azali Niembwe. Je lui ai dit, Mouzé voudrait que votre armée rentre. Il m'a dit, mais j'ai toujours dit ça à Mouzé. Mais c'est lui qui avait insisté qu'il puisse arriver jusqu'à Kinshasa. Entre Kigali et Kinshasa, en cette année 1999, rien ne va plus. Et le président Laurent Désiré Kabila, qui en a assez du comportement violent, arrogant et prédateur de ses protecteurs d'hier, ne va plus prendre les gants pour dénoncer le pillage dont fait l'objet son pays. Il va d'ailleurs se rendre directement à Kigali pour exprimer son mécontentement. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. L'idée de la rupture, le président Paul Kagame ne peut l'accepter ainsi. Pas envisageable. Désormais, les alliés d'hier vont s'affronter. Le Rwanda et l'Ouganda vont susciter des rébellions pour s'attaquer au régime de Laurent Désiré Kabila. C'est dans ce climat que va naître le fameux M23. Les autorités ougandaises et rwandaises expliquent leur action, leur agression par le désir de sécurisation de leurs frontières. Ils accusent la RDC d'héberger les rebelles Hutus du FDLR, qui selon eux feraient des incursions dans leur territoire, qui selon eux rêvent de vengeance et de reconquête. Les anciens génocidaires n'étaient pas inquiétés. Ils circulaient librement. D'autres opposants à mon propre gouvernement venaient du Soudan se réfugier en toute impunité au Congo. Somebody made a very big mistake and ordered whoever did it without order and spent some hours sharing our territory in Cyangugu and killed people. I cannot be specific about or detailed in the kind of response that is going to be, but certainly logically that means if you slap me in the face before I hit back, I've got to fight. I may not hit in the face, I may hit somewhere else, so I have to think and see where I'm going to hit. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. Kagame et Godefroid Yoweri Museveni voulaient un cordon sanitaire autour de leurs frontières les plus proches vers le Congo. Avec quel but? C'est pas simplement un mur pour endiguer les raz-de-marée des Interamwe qui n'avaient pas le moyen pour entrer au Rwanda. C'était plutôt des richesses naturelles. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme, mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire. Ceci a le mérite d'être clair. Ils ne faisaient pas la guerre par altruisme. Ce n'était pas cadeau, comme on dit à Abidjan. En gros, ils vont se payer sur la bête. En entretenant au passage des milices, des groupes militaires qui vont s'installer sur d'importants carrés miniers. Et cela, tout le monde le sait et laisse faire. La communauté internationale détourne le regard. Les États-Unis étaient trop pro-rwandais. Vous parlez contre les Rwandais, les Américains ne vous écouteraient pas. Que ce soit les ONG, que ce soit les politiques, personne ne pouvait vous écouter à l'époque. En réalité, les nations occidentales, dans cette fin de la décennie 90, éprouvent de la gêne à sanctionner le Rwanda. Le sentiment de culpabilité qu'ils éprouvent vis-à-vis de lui les contraint à garder le silence. L'ombre du génocide de 1994 plane sur le drame qui se joue dans ces années-là dans l'est du Zaïre, qui est devenu la RDC. Personne à l'international ne se risque à attaquer Kigali ou Kampala pour cette incursion, cette agression de leurs grands voisins. L'argument de Paul Kagame,
qui a réussi à les culpabiliser elle-même. Nous éloignons les FDLR, les génocidaires de nos frontières. On se bat pour qu'ils ne recommencent pas. La sécurisation de nos frontières est vitale. Nous nous protégeons d'un autre génocide. Un argument qui fait mouche, puisque personne n'ose le contrarier. Même lorsque le président Laurent-Désiré Kabila, qui jusque-là refusait de faciliter les enquêtes sur les meurtres et les charniers qui ont accompagné son accession au pouvoir, se met à table et évoque les crimes commis par ses alliés rwandais. Maintenant que le divorce est consommé, les langues se délient. Le débat se concentre sur la capacité du musée à diriger cette alliance un peu envahissante qu'il a installée au pouvoir, sur sa marge de manœuvre pour faire comprendre à ses soutiens qu'il est temps pour eux de lui laisser les commandes. Il faut urgemment trouver une réponse à ces questions. Surtout que de plus en plus, la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme accusent le mouvement de libération de centaines de milliers de crimes commis lors de la conquête pendant la marche sur Kinshasa. On commence même à parler de génocide. C'est vraiment une période France. On a perdu beaucoup de membres de la famille. Il y a une ville, un village appelé Moussekera, dans lequel je suis né. Alors, on a exterminé tous ces villages. Tout le monde, on les a exterminés. Les membres de la famille, on les a exterminés. Et je ne reste que moi avec la maman qui est restée seulement. On ne connaissait pas tout ce que les militaires faisaient. On ne connaissait pas tout. Même le musée ne connaissait pas tout. Les Rwandais, sans consulter le musée, en étant ici, en poursuivant ce que vous appelez les interamouins, ils avaient massacré des villages, de communautés de réfugiés entières, et à l'Équateur, et à Kisangani, et à l'Est. Mais le Rwandais, c'est un comportement aberrant. C'est nous qu'on accuse d'assassiner les Tutsis, mais on ne l'a jamais fait. Et que dire de ceux qu'ils ont déportés à Bukavu, les nôtres? Qui connaît où ils sont? Ces gens-là aiment le sang. Il a bien dit, le génocide, ce n'est pas congolais. Ce n'est pas dans notre tradition. Rappelez-vous de comment on enterrait les femmes vivantes. C'était atroce. Mais personne ne voulait comprendre. Personne. C'est documenté. Nous sommes en 1999 et le sentiment est déjà celui-là, celui de ne pas être compris de la communauté internationale lorsqu'il parle. Pourtant, le rapport des Nations Unies va bien documenter ces tueries, ces massacres commis par les forces rwandaises et ougandaises qui ont accompagné Laurent-Désiré Kabila aux affaires. 30 ans plus tard et des dizaines de rébellions suscitées après, nous sommes dans la même situation dans l'Est du Congo. Et ce qui se passe aujourd'hui avec la nouvelle agression est toujours fait sous le même alibi. Le Rwanda, qui entre-temps s'était fâché avec son partenaire ougandais, s'est réconcilié avec lui. Et ils évoquent le même argument. Ils se protègent des FDLR actifs au Congo qui menacent leur sécurité. Les FDLR ne représentent pas une menace très significative. L'autre raison qui est sans doute plus importante, c'est en effet le contrôle de certaines zones et de certaines ressources naturelles via des groupes armés qui servent en fait de sorte de gardiens ou de milices pour contrôler des zones où il y a des échanges commerciaux importants. En réalité, chacun est conscient du fait que l'influence du FDLR, si vraiment elle existe, ne représente pas une menace réelle pour le Rwanda. Ce qui se joue ici est très clairement lié aux richesses minières dont regorge le sous-sol de l'Est de la RDC. Cela ne trompe personne. Le Rwanda est clairement l'un des principaux bénéficiaires de cette importante manne et du chaos ambiant qui règne dans cette région. Un peu abandonné, il faut le reconnaître, par le pouvoir central de Kinshasa, aux Chinois, aux Libanais, aux Indiens et autres aventuriers. Soyons sérieux. Lorsque l'on sait que le Rwanda est classé parmi les producteurs mondiaux d'or, alors qu'on sait qu'il ne possède même pas une mine d'or, on se demande d'où il tire son or. On se demande où il tire également le coltan et le cobalt qu'il vend sur le marché mondial. Ce n'est un secret pour personne. Il vient entièrement de la RDC. L'importance de cette manne pour le Rwanda, qui sait mieux se projeter et mieux anticiper que son grand voisin congolais, est telle qu'il a carrément construit des infrastructures lourdes pour transformer ces minerais. À la manière très méthodique et très pragmatique du président Paul Kagame, le Rwanda s'est doté d'une raffinerie d'or pour 5 millions de dollars, avec une capacité de 6 tonnes par mois.
Elle est opérationnelle depuis mars 2019. Le Rwanda a une raffinerie aujourd'hui de coltan, mais le Rwanda n'a pas de coltan dans son sol. Le Rwanda est en train de construire une raffinerie moderne d'or pour toute l'Afrique australe. Écoutez, soyons quand même sérieux. Les minerais pèsent pour beaucoup dans l'économie rwandaise. La géographie du budget du Rwanda est simple. Mais c'est un pays d'une fragilité extrême. 50% du budget provient de l'aide internationale. L'aide internationale qui est essentiellement déversée parce que le régime a réussi à culpabiliser l'opinion mondiale à propos du génocide. Donc, si vous voulez, c'est une sorte, entre guillemets, ce que certains ont appelé, une sorte de rente génocidaire que reçoit le régime de Kigali. Et les 50 autres % proviennent du pillage des ressources du Congo, du Kivu et toute la région périphérique du Kivu. Imaginons deux choses. Un, qu'il y ait un retour d'un pouvoir relativement fort en République démocratique du Congo et que Kinshasa réussisse à reprendre le contrôle du Kivu et de ses provinces orientales. Le Rwanda perdrait du jour au lendemain 50% de ses revenus. Et imaginons qu'il y ait une révolution au Rwanda, imaginons que l'histoire officielle du génocide soit écrite d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne soit pas forcément favorable au sens de l'histoire officielle telle qu'elle est décrite et avancée par le régime de Kigali, eh bien le Rwanda n'existerait plus. Sérieusement, même si l'on peut être admiratif du prodigieux développement que connaît le Rwanda, même si l'on peut quelque part saluer le fait qu'il dépense ses sommes pour le bien-être de son peuple, il faut reconnaître que le Rwanda ne génère pas les revenus qu'il dépense. C'est justement cette image de sérieux, de rigueur qu'il affiche, qui donne envie aux autres de traiter avec lui. Mais à la vérité, ce qui développe ce pays des montagnes, c'est l'argent des minerais du sang volés en RDC au prix des millions de vies et de déplacés. I invite you, we'll show you where we mine coltan. But what does Rwanda export any other minerals that are smuggled from Eastern DRC? I don't know about that, because that in any case can't be the problem. Et désormais, devant les accusations, le maître de Kigali pointe lui aussi du doigt ceux qui en bénéficient. En gros, le voleur met aussi, sans sourciller en accusation, le wrestler. The people who are benefiting from minerals of Congo more than anybody else are South Africa and these other Europeans who are making noise about it. La grande nouveauté est que le Rwanda est devenu, malgré le fait que l'on sait qu'il vole les minerais chez le voisin congolais, un exportateur très officiel des minerais, déclarant même très soigneusement ses productions sur le marché mondial. Figurez-vous que le Rwanda est devenu, sans en posséder, le premier exportateur mondial de coltan. Pire, l'Union européenne, comme les Américains et autres grandes puissances, ont poussé le vice tellement loin que le vieux continent, pourtant conscient de l'origine douteuse des minéraux, a signé des contrats bien officiels avec le Rwanda pour lui fournir des matériaux rares, dont elle connaît pourtant la provenance. Vous avez dit que selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revend. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais je suis qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc, je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin une traçabilité, pour faire peut-être que ces troubles en Afrique, qui ont déjà fait des milliers de morts, s'arrêtent. Je vous remercie. Dans la fièvre des minéraux rares nécessaires à la transition énergétique, on s'assied sur toutes ces valeurs et la morale. On traite au besoin avec le pilleur. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Quand vous achetez un produit chez un reseller, vous êtes vous-même coupable du vol. Aucun observateur international sérieux n'explique que le soutien du Rwanda aux milices qui ravagent l'est du Congo autrement que par son appétit pour les ressources minières de cette région. Il convient donc que ce Parlement interpelle au plus vite la Commission européenne pour qu'elle s'engage enfin à ne pas alimenter l'un des pires conflits au monde en soutenant le régime de Kigali qui viole et pille le Congo en toute impunité.
Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières, nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. Il y a aujourd'hui des protocoles d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda, le protocole sur les minerais stratégiques signé, des accords favorables à l'Union européenne et le Rwanda. On aide le Rwanda, des accords entre l'armée rwandaise et les institutions européennes. Et pourquoi? Pourquoi tant d'hypocrisie? C'est ça la question qui est posée aujourd'hui par les peuples africains et par le peuple congolais. C'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. Malgré ces faits, le Rwanda continue de recevoir l'aide internationale et demeure un partenaire de choix pour les puissances mondiales. Tous les partis traditionnels belges ont voté contre pour le maintien de ce partenariat stratégique. Pourquoi? Business. Les minerais, le cobalt, le coltan, le cuivre, les minerais, business, business, business. C'est pour ça que vous ne voulez pas intervenir. Il est nécessaire de mettre fin au pillage des ressources naturelles et au trafic illégal et criminel des minerais de la République démocratique du Congo par le Rwanda en complicité avec des entreprises occidentales et internationales. Ce cri du cœur du prix Nobel, médecin au chevet de toutes ces femmes mutilées, a du mal à être entendu par la communauté internationale dont l'intérêt est surtout de sécuriser les approvisionnements en minéraux pour leur transition énergétique. Elle n'a manifestement pas intérêt à ce que la RDC soit en paix. C'est bon pour le business. On ne peut pas parler de la transition énergétique sans parler du cobalt congolais. On ne peut pas parler des nouvelles technologies, nos smartphones, nos laptops, sans pouvoir parler du coltan tantalum congolais. Il est temps que ces ressources puissent servir l'humanité de manière propre. Le cobalt et le coltan, ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. Le Rwanda, à qui on a sorti le carnet d'échecs, à qui on sous-traite les guerres sur le continent au moment où l'Europe y est au plus mal, est chargé de la basse besogne. C'est pourquoi elle accélère l'occupation de cette zone particulièrement riche de l'Est du Congo qui doit lui fournir de la matière à vendre. Imaginez que la mine de Rubaya, dans le territoire du Massissi, dans le Nord Kivu, où nous nous sommes rendus il y a 2 ans, est la mine de coltan la plus productive du monde, avec ses 120 tonnes par mois. Elle est désormais tenue par les forces rwandaises et le M23. Elle fournit du coltan avec en substance secondaire du cassitérite, du wolfram, de l'or et des terres rares. Cette mine rapporte au bas mot $800 000 par mois. On estime que l'essentiel de son financement vient des taxes qu'il prélève sur les minerais, $800 000 environ par mois. Donc ça constitue le cœur financier du M23, plus évidemment d'autres ressources diverses et variées. À Walikale, où nous nous sommes également rendus et désormais aux mains du M23, on trouve de l'or, du nobium, minerai très rare et absolument indispensable dans l'industrie de l'armement de précision, du thorium, du tantal et des terres rares. Voilà des butins de guerre particulièrement juteux que tient désormais le Rwanda sur le sol de la RDC. Il faut sécuriser ces minerais qu'il a plus ou moins déjà gagés au nez et à la barbe du propriétaire. Une source de revenus inestimable. En février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Alors beaucoup se demandent comment un petit pays comme le Rwanda, dont la superficie n'est même pas celle de Kinshasa, peut-il ainsi mener la vie dure au Grand Congo démocratique, dont la superficie est supérieure à celle de l'Union européenne. C'est le grand paradoxe. Le Rwanda, ce n'est pas une puissance, ni nucléaire, ni militaire. C'est puisque tout simplement, le Congo se trouve dans un état de faiblesse
un chaos organisé depuis 3 décennies. Ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? L'armée rwandaise ne pourrait pas se permettre ça sans le soutien de l'impérialisme américain, sans le soutien des États-Unis d'Amérique. C'est impossible, vous le savez. Vous le savez, vous regardez, parce que vous le savez, un petit pays comme ça ne peut pas intervenir chez son voisin sans un appui occidental important. À la vérité, Kigali, pour des raisons que nous avons évoquées un peu plus tôt, bénéficie d'un soutien quasi aveugle de la communauté internationale qui manifestement préfère dealer avec Paul Kagame qu'avec Kinshasa. Paul Kagame, sous ses airs austères, méthodiques et déterminés, sait y faire. C'est ce qu'on va enfin soutenir le peuple congolais. Soutenir dans l'intégrité territoriale de ce pays. Ne pas appliquer le 2 poids 2 mesures. Quand ça nous arrange, on ferme les yeux parce qu'il y a de l'argent. Et quand ça ne nous arrange pas, on intervient aussi parce que là aussi il y a de l'argent. Les droits humains, ce n'est pas une géométrie variable. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les 2 pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. If we fail to respond decisively, we will not only betray the people of Congo, but also weaken Europe's own strategic interests. Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect et de votre autorité? Je relaye et je fais au nom de 95 parlements francophones l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Ce serait son honneur. Vous aurez remarqué la réticence des grandes puissances européennes, notamment à prendre les sanctions contre le régime de Kigali. Le tout n'est pas de condamner du bout des lèvres, c'est d'adopter des mesures pour mettre fin à cette agression. On en est loin pour le moment. Il aura suffi que la Russie franchisse la frontière de l'Ukraine pour que les grandes puissances sortent la grosse artillerie pour voler au secours de l'Ukraine. Qu'elles déploient toutes les stratégies pour calmer les ardeurs de Moscou. Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et ce n'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud, qui avait battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement. Et que donc, eux, ils avaient dit, voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, ben on ne va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement. Et on pourrait éviter, on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. On est loin de cette option qui consisterait à voler au secours de la RDC. The situation in the Democratic Republic of the Congo is getting worse, even though President John Lorenzo has been mediating the conflict between Rwanda and the Democratic Republic of the Congo because he wants to bring peace and stability. The situation is really bad right now. I want to hear from Ms. President if you have any plan in the future to bring peace in the Democratic Republic of the Congo. You're asking me a question about Rwanda, and it is a very serious problem, I agree, but I don't think it's appropriate right now to talk about it, but it is a very serious problem. Le président américain préfère ainsi botter en touche. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Il préfère prioriser dans le même temps sur le projet de son ami Elon Musk, qu'il a convaincu de mettre la pression sur l'Afrique du Sud afin qu'on remette des terres aux fermiers blancs d'Afrique du Sud, dont est originaire le patron de X, l'homme le plus riche du monde, nostalgique de la période de l'apartheid. On met aussitôt en toute absurdité l'Afrique du Sud sous sanctions américaines.
La question congolaise, pendant ce temps, est superbement ignorée. Ceci illustre l'injustice dont est victime le Congo sur ce coup de ses richesses. C'est difficile pour moi, qui ne crois pas à la malédiction du sous-sol, de voir à quel point cela peut par moments représenter une réelle source d'instabilité. Tellement d'indices laissent voir qu'une RDC stable et pacifiée n'est pas la priorité des grandes puissances occidentales. La guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Pour des minerais, monsieur le ministre, oui, vous m'avez bien entendu. Pour que nous puissions rouler dans nos belles voitures électriques, pour que nous puissions utiliser nos smartphones. Il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation, pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales. Les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. We should grow, we should work with each other, we should work together to fulfill this dream of our continent. I was born here, I grew up in Uganda, my wife was born in Burundi, we met in Kenya, and we are here. So, Africans, that's who we are. We are brothers, we are sisters. We are each other. I am you, you are me. Mais comment le chantre du panafricanisme, celui qui mettait en place la ZLECAf, la zone de libre-échange économique, qui a supprimé les visas pour les Africains venant au Rwanda, qui a toute occasion dénoncé l'attitude impérialiste de l'Occident, est-il devenu leur serviteur dans cette sous-région? Comment est-il devenu celui qui signe des contrats avec l'Union européenne pour piller son voisin et fragiliser l'Afrique? Comment celui qui a placé le Rwanda sur la carte du monde est-il devenu le porte-flingue des Européens, menant des guerres pour eux par procuration sur son continent? En Centrafrique, où il tient en respect le président Touadéra, et au Mozambique, où il combat à grands frais les islamistes pour le compte des Occidentaux. Ceci nous interroge sérieusement. Comment croire en sa sincérité désormais? Mais une chose est certaine, il a signé un contrat pour vendre des minerais qu'il ne possède pas. Ce qui signifie qu'il va fatalement les piller chez son voisin.